Le choc initial est très pénible pour lui. Il souffre comme s'il était un projectile lancé par un canon et voyageait au-dessus des mers et des montagnes. Il faut donc l'endormir dès le départ et déployer ses membres pour que l'avant de son corps ne soit pas séparé de l'arrière et que la violence du choc se répartisse dans chacun de ses membres. Quand la première partie du trajet est accomplie, le transport devient plus aisé. Nous laissons alors les corps flotter à l'air libre. Alors que j'en étais là de mon rêve, un vent se leva et troubla mon sommeil, de sorte que je me retrouvais dans la réalité. Seigneur Dieu. Ce voyage vers la Lune a été imaginé il y a plus de 4 siècles par un homme de génie. Cet astronome, mu par une soif de comprendre que rien ne pouvait étancher, a changé à jamais notre conception de l'univers. Vous voyez? Vous ne pouvez pas vous rendre compte de mon véritable mouvement. Parce que vous êtes vous-même en mouvement. Et l'empereur exige d'avoir son horoscope sans délai. Il ne suffit pas d'écrire des livres très intelligents! Seifert, je l'ai enfin trouvé. Quoi donc? La perspective de Dieu. Il s'appelait Johannes Kepler. Sa quête obstinée des lois du cosmos a ouvert la voie à l'astronomie moderne. Cocher, faites halte! Arrêtez-vous! Halte là! Elle est enceinte, ma parole. Pourquoi me fais-tu subir tout ça? Tu sais bien pourquoi. C'est que... Oui, je sais, tu es protestant et tu ne peux pas abjurer ta foi. Et moi, je suis censé supporter ce voyage et dire qu'on a dû tout abandonner. Mon héritage à Graz, les tombes de nos enfants, tout ça parce que tu ne veux pas te convertir. Non. Parce que je ne peux pas. Tiens. Tout ira mieux dès que nous arriverons à Prague. Chez moi, on ne m'a pas habituée à quémander comme une mendiante. Tycho Brahe nous a invités. Nous sommes ses hôtes, tu comprends? C'est le mathématicien de l'empereur. Je suis certain que nous aurons bien vite notre propre logis, tu verras. Viens. Leurs seigneuries se sont assez dégourdies les jambes. On s'est déjà arrêté une demi-douzaine de fois pour que la dame puisse vomir. J'aimerais bien quitter la forêt avant la tombée de la nuit. Et pourquoi donc? Cet endroit ne me dit rien qui vaille et je n'ai aucune envie de m'y attarder. Bon, alors allez-y. Qu'on arrive enfin à Prague. Et cessez donc de vous lamenter. Allons-y. Allez. L'époque de Kepler est pétrie de contradictions. L'essor des sciences et des arts porte la promesse de temps nouveaux et d'un avenir radieux pour l'humanité. Mais la réalité quotidienne des peuples est bien éloignée de ce tableau idyllique. Les épidémies, comme celle de la peste, font des ravages. Ceux qui sont épargnés se sentent abandonnés de Dieu, impuissants face à leur sort tragique. L'Europe subit alors de plein fouet le petit âge glaciaire. Les hivers sont rigoureux, la pluie et le gel ruinent les récoltes et provoquent de terribles famines. Les hommes ne s'expliquent pas la misère qui s'abat sur eux et se réfugient dans la superstition. Les sorcières sont accusées de tous les maux.
D'innombrables femmes soupçonnées d'avoir fait alliance avec le diable sont persécutées et brûlées. La chasse aux sorcières aurait fait près de 80 000 victimes en Europe. La chrétienté est déchirée. Catholiques et protestants se font la guerre et se disputent l'Europe. C'est ainsi que Kepler, protestant, est contraint de quitter la ville catholique de Graz, en Autriche. Il trouve refuge à Prague. L'empereur du Saint-Empire, Rodolphe II, s'est entouré d'artistes et d'hommes de science réputés. Il s'intéresse notamment à l'astronomie et a nommé le célèbre Tycho Brahe mathématicien impérial. Ce dernier dispose d'un observatoire sur place. Il connaît et apprécie les qualités de mathématicien du jeune Kepler et l'invite à le rejoindre. Yep. Ah, l'assistant numéro 103, c'est ça? Je suis content de vous voir. Allez, entrez. Voilà longtemps que vous n'êtes venu. Oui. Vous nous avez manqué. Enfin, peut-être pas à tous. Vous savez que vous êtes promis un grand avenir ici? Ah, qui l'a dit? C'est vous? Tant mieux. J'ai entendu dire que vos prophéties étaient dignes de foi. Venez. Ah, Kepler, vous voilà enfin. Alors, il paraît que ces maudits catholiques de Graz vous ont chassé, hein? Je m'en félicite. J'ai largement de quoi vous occuper ici. Tant mieux. Yep, va mettre ses affaires là-bas. Merci. Vous arrivez à point nommé. Regardez. Voici mon nouveau cadran. Avec cet instrument-là, même vos yeux de taupe seront capables de relever les positions des étoiles dans le ciel. Et avec une précision de 2 minutes d'arc. Je laisse les mesures aux autres. Voici le précieux Tengnagel, mon bras droit. Bienvenue. Nous avons besoin de bons géomètres. Eriksen, chargé des relevés. Et voilà Seifert, notre calculateur. Il sait compter plus vite qu'il ne lit. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Très heureux. On vous attend. Quant à vous... approchez. Vous allez travailler avec moi. Nous allons nous consacrer à ces catalogues. Et attention au viseur, espèce de bourrique. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. La prochaine fois, ce sera la porte. Nous savons bien qu'il est fragile. D'ici un jour ou deux, tout sera parfait, je vous le promets. Ouais. Oui. Bien. Faites attention, entendu? C'est mon bien le plus précieux. 30 années d'observation des cieux. Si Dieu a conçu l'univers d'après un plan géométrique, nous le trouverons dans ces pages. Je n'aurais pas mieux dit moi-même. Quel flatteur. Kepler, nous allons déchiffrer ensemble cet ordre divin de la création. C'est entendu. Tycho Brahe est un grand aristocrate danois. Quelques décennies plus tôt, il a fait construire sur la petite île de Ven, dans la Baltique, l'observatoire le plus perfectionné de son temps. Il est fasciné par les instruments de mesure astronomique et lorsqu'il accueille Kepler à Prague, il a déjà consacré plus de 30 ans de sa vie à l'observation des cieux. Son tempérament très vif, qui lui a valu de perdre une partie du nez dans un duel, contraste avec son assiduité et sa patience au travail. Il note scrupuleusement les positions des étoiles et des planètes, alignant d'interminables colonnes de chiffres. Son ambition est immense. Il veut décrire avec la plus grande précision possible les mouvements des corps célestes et concevoir un modèle du cosmos conforme à l'observation. Depuis près de 2 millénaires, le système géocentrique est admis comme une évidence. La Terre est au centre de l'univers. Le Soleil et toutes les planètes tournent autour d'elle sur des orbites parfaitement circulaires. Mais les observations contredisent de plus en plus la théorie dominante. En 1543, Copernic renverse cette représentation. Il affirme que c'est le Soleil qui se trouve au centre de l'univers
et que la Terre tourne autour de lui, comme toutes les planètes. L'héliocentrisme bouleverse l'astronomie, mais aussi la vision qu'a l'homme de lui-même et du monde. L'idée paraissait absurde à la plupart des gens. La Bible enseignait que la Terre était la plus noble des planètes. On considérait qu'elle était au centre de l'univers, comme l'enseignaient déjà les Grecs de l'Antiquité. Kepler découvre le système de Copernic pendant ses études à Tübingen, par l'intermédiaire de son professeur Michael Maestlin. Et immédiatement, il veut approfondir le sujet. Le fait d'être copernicien et donc héliocentriste ne mettait pas directement en porte-à-faux avec l'Église, mais il s'agissait clairement d'une position marginale. C'est pourquoi les travaux de Galilée l'intéressaient et il voulait s'en faire un allié. Tycho Brahe a lui aussi constaté que nombre d'observations nouvelles ne s'accordent pas avec le géocentrisme. Il cherche un compromis et crée son propre système, dit de Tycho Brahe, le géo-héliocentrisme. Dans cette représentation, la Terre demeure au centre de l'univers. Le Soleil et la Lune tournent autour d'elle, mais toutes les autres planètes tournent autour du Soleil, qui les emmène donc en orbite autour de la Terre. Tycho Brahe confie à Kepler la mission de démontrer avec lui la supériorité de ce modèle. Comme vous l'avez vu, ces sautes d'humeur sont imprévisibles. Alors en cas de difficulté, je vous conseille de vous adresser d'abord à moi. Je vous en prie. Merci. Grâce soit rendue à notre Seigneur, qui a si richement paré cette table. Nous le remercions aussi d'avoir permis, par sa providence et ses innombrables effets, qu'il advienne un dénouement heureux. Car aujourd'hui, il a mené le merveilleux Kepler jusqu'à notre observatoire. Remercions-le enfin de nous avoir donné un esprit capable de déchiffrer la perfection de sa création. Amen. 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 Tengnagel partage la table de la famille? C'est sa place habituelle. Ah. Et comment s'élève-t-on au rang de maître? Par l'ancienneté ou les bons résultats? On ne s'y élève pas du tout. Au moins, votre femme est admise à table. Vous devriez vous enfuir. Tengnagel vaut donc mieux que nous? Il est noble. Tengnagel porte les messages de Brahe à tous les personnages importants de sa connaissance. L'archevêque, les princes de toute l'Europe. Il a été chez Magini, à Bologne. Le doge de Venise l'a fait chevalier. Estimons-nous heureux qu'ils ne viennent pas en armure à l'observatoire. C'est une très bonne chose que Kepler soit là. Je n'ai rien contre vous, mais vous n'avez jamais été un grand théoricien. Qu'allez-vous lui confier? Une récalcitrante. La planète Mars. Il va se faire les dents sur la trajectoire de Mars dans le ciel. Kepler, venez par ici, j'ai fini de manger. Allons, venez. Nous avons à causer, vous et moi. Si vous voulez bien nous excuser. Tengnagel, laissez-lui la place. Kepler. Bon, nous voici enfin entre nous. Tengnagel. Je vous souhaite la bienvenue à Prague. Et la bienvenue dans ma demeure. Merci. À une collaboration fructueuse. Alors santé. À la vôtre. Santé. À votre santé. Ah, ce sera une véritable joie, hein, Tengnagel? Mais certainement. Car quoi que nous donnions à calculer à notre mathématicien de génie, je connais par avance l'aboutissement de ses réflexions. Oui, on verra bien. Oh, mais c'est tout vu. Le modèle tychonien des épicycles est celui qui correspond le mieux à mes observations et mes relevés. Vous savez que je suis copernicien. Je saurais bien vous gagner à ma cause.
Mais l'univers créé par Dieu ne peut admettre deux centres, il ne peut y en avoir qu'un. C'est plus harmonieux ainsi. Et voilà pourquoi toutes les planètes tournent autour du Soleil, et la Terre aussi. Vous arrivez chez moi, dans ma maison, et vous voulez m'imposer vos conceptions? Quelle est votre opinion? Je suis ticonien et je crois bien sûr que... Taisez-vous, Franz. Vous êtes ici dans mon royaume, et chez moi, c'est mon système qui prime. Mais dans notre domaine, il ne suffit pas de présumer, il nous faut des démonstrations. Nous verrons. Sur ce, bonne nuit. Tangnagel. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Kepler et Brahe ne venaient pas du tout du même milieu social. Tycho Brahe appartenait à la plus haute noblesse danoise, alors que Kepler était issu de la classe moyenne, voire de la classe moyenne inférieure. Ils étaient tous deux dotés d'un fort tempérament. Kepler était encore jeune, mais il avait déjà énormément d'assurance. Il exigeait d'être rémunéré à sa juste valeur. Brahe se comportait comme un prince de la Renaissance. Il avait tout un petit peuple d'assistants à son service. Il était habitué à traiter avec les empereurs et les rois. Pour Kepler, tout cela était nouveau, mais il a pris ses marques. Et il savait que Brahe avait besoin de ses talents de mathématicien. De quel mal êtes-vous atteint? Je ne saurais vous le dire. Je me porte tantôt comme un charme et tantôt très mal. Mais je serai bientôt sur pied. Bien. Je vous confie notre pire ennemi. Mars. Je suis certain que vous en viendrez à bout, mais mon cher, vous n'arriverez à rien dans cet état. Oh, ce n'est rien de grave. Notre ennemi, Mars. C'est parce que Mars ne se déplace pas comme on le voudrait. Les autres planètes dévient elles aussi légèrement de l'orbite idéale que nous avons calculée, mais Mars, c'est différent. Elle semble obéir à ses propres règles. Tenez. Elle fait de petits cercles sur son orbite. Oui, de véritables pas de danse. Mais si Dieu a voulu la faire ainsi, il doit y avoir une logique dans ce mouvement. Seifert, les calculs d'hier. Merci. Au fait, Kepler, ne vous avisez plus jamais de vous jouer de moi devant Tycho. M'avez-vous bien compris? Quoi? Mais ce n'était pas mon intention. Je ne connais pas vos intentions, mais je vois bien ce que vous faites. Et cela me déplaît. Finalement, elle est bien mince, l'armure de notre chevalier. Ne prenez pas son avertissement à la légère. Mieux vaut ne pas se quereller avec Tangnagel. Il est frais comme un gardon, notre Kepler. C'est un miracle, cette guérison. Oui, oui. Ce sont les herbes médicinales de ma mère. Oui, elles font de l'effet. Et maintenant, au travail. 1 semaine pour calculer l'orbite de Mars. C'est ce qu'il me faudra. Votre prédécesseur a failli perdre l'esprit. Oui, mais à présent, c'est avec Kepler que Mars doit compter. Je parie qu'il vous faudra des mois. Chacun de vous me donne 3 florins si j'y parviens avant 1 semaine. Ou alors, ce sera 6 pour nous. Pari tenu. Le petit déjeuner? Nous l'avons pris. Vous auriez dû m'en parler. Ce n'était guère facile ces derniers temps. En revanche, séduire ma fille pendant que j'avais le dos tourné, c'était beaucoup plus facile, hein? Depuis 5 ans, je me consacre corps et âme à vos recherches. Je m'y dévoue entièrement. Oui, Elisabeth et moi, nous envisageons de... Oui, quoi donc? Je ne vous en avais encore rien dit, mais je comptais le faire. J'aurais pu vous en parler plus tôt. Oui, c'était peut-être une erreur. Mais n'en avez-vous jamais commis? Je suis célèbre pour ne faire aucune erreur. Enfin. Quoi qu'il en soit, vous savez à quel point je vous tiens en estime.
Nous voulons nous marier entre Pâques et la Pentecôte. Mais je vais vous dire une chose. Que ce soit bien clair. J'attends de vous une loyauté absolue. Avec ce mariage, vous deviendrez membre à part entière de la famille Brahe. Il faudra subordonner vos desseins aux miens. Je vais chercher de l'aide. On ne me dérange plus avant les relevés de ce soir. Nous aurions besoin de renforts pour le cadran. Tout dans la caboche et rien dans les bras. Degnagel! Attention. Allez. Ah! Dieu du ciel! J'avais perdu la tête? J'ai peut-être moins de force que vous n'en avez. Mais je n'ai pas gagné mes lauriers dans le lit de la fille de Brahe. J'ai mes propres mérites. Comment osez-vous me parler de la sorte, espèce d'astrologue de province? Je suis là car je sais calculer, ce qui n'est pas votre cas. Quelle mouche vous pique tous les deux. Mais arrêtez enfin! Qu'est-ce qui vous prend? Vous, allez vous soigner. Quant à vous, vous croyez bien assez occupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Retournez tout de suite au travail. Et qu'on en finisse avec ça. Faites attention au viseur. Allez. Allez, encore. Dieu du ciel. Plus haut. Voilà. Ce soir, nous allons relever les positions des étoiles dans la constellation du Cygne. On commence avec Alpha. Hauteur, 40 degrés. Azimut, notez 25. Donnez-nous le passage au méridien, Eriksen. Maintenant. 23h25. Chez moi, c'est 27 minutes. Faites-moi la moyenne. Nous passons ensuite à Delta. Hauteur, 50 degrés. Azimut, 30. Eriksen. Maintenant. 23h27. 28 minutes chez moi. Bien. Vous allez continuer sans moi. Dans le calme.
Tycho Brahe était passionné d'astronomie depuis son adolescence, où il avait observé une éclipse de soleil. Ce qui le distinguait des astronomes de son temps, c'est qu'il était prêt à remettre en question le modèle dominant, celui de la fixité du cosmos. Il a été le premier observateur systématique, et il a contribué à fonder tout un champ de l'astronomie. Aujourd'hui, il va de soi qu'il faut toujours réaliser ses observations à heure fixe, ou traiter les données de façon objective. Mais à l'époque, c'était radicalement nouveau. Il a fait œuvre de pionnier, et il a fabriqué des instruments très précis pour noter ses observations de la façon la plus exacte et la plus neutre possible. Ça fait encore mal. Je suis navré pour tout à l'heure. C'était... Ce n'est pas la peine de vous excuser. Et d'ailleurs, pourquoi avoir offensé Tengnagel tout à l'heure? Il m'a traité de mauviette. C'est un sujet qui est plutôt sensible chez moi. Oui, parce que j'ai été toute mon enfance un gringalet, faible, malade. Et tout cela avec un père qui était militaire. Et avec une mère qui avait un tempérament querellaire. J'étais un sujet de déception constant pour mes parents. Mon seul beau souvenir de toute cette époque, c'est le soir béni où ma mère m'a emmené voir une comète dans le ciel étoilé. La même que Brahe a observée si longuement? Exactement. Celle de l'an 1577. Elle n'avait pas de grande notion d'astronomie, mais elle m'a tout de même emmené au sommet de cette colline. Depuis cet instant, j'ai voulu en savoir davantage sur les phénomènes célestes et sur les choses en général. Attendez un instant. Je croyais cette pièce interdite. Oui, oui, oui. Que fait donc Brahe là-dedans? Il fabrique de l'or. Enfin, en tout cas, il essaie. Mais naturellement, je ne suis pas censé le savoir. L'alchimiste. Le Mysterium Cosmographicum. Cet ouvrage a décidé de ma vocation pour l'astronomie. Dites-moi, comment en êtes-vous arrivé à cette théorie, à ce modèle de l'univers fondé sur les polyèdres réguliers? Je voulais répondre à plusieurs questions. Pourquoi y a-t-il 6 planètes, et pas 12, ou bien 100? Et pourquoi leur distance au Soleil et leur vitesse sont telles qu'elles sont, et pas autrement? Dieu n'a pas créé les lois de l'univers par hasard. Et la plus belle façon qu'a l'homme de le servir, c'est de vouloir comprendre pas seulement le comment, mais aussi le pourquoi des choses. Par exemple, pourquoi l'univers est-il ainsi, tel que Dieu l'a fait? Alors, des mois durant, j'ai calculé. Un véritable cauchemar. Et puis j'ai fini par comprendre. Et qu'avez-vous compris? Seifert, Dieu est un mathématicien. Derrière l'inconcevable complexité de l'univers, il y aurait donc une beauté et une simplicité accessibles à l'entendement humain. Un système qu'il serait possible de représenter en une seule image. Kepler en est convaincu, Dieu a créé un univers parfait, une harmonie céleste dont l'étude remplit l'observateur d'une joie pure. Un monde dont l'homme peut saisir les lois, puisque celles-ci sont fondées sur les nombres et sur la géométrie. C'est porté par cette conviction qu'il crée son premier modèle de mécanique céleste.
Il prend confiance en ses capacités et se convainc qu'il est à même de percer le plan divin de l'univers. Dans le Mysterium Cosmographicum, il s'attaque à une question difficile. Pourquoi les planètes ne sont-elles pas placées à distance égale les unes des autres? Et il propose une réponse. Ces distances ne peuvent pas être simplement irrégulières. C'est incompatible avec son idée de Dieu. Un Dieu qui a établi un ordre régulier auquel se conforment tous les objets du cosmos, y compris la Terre. Il soutient que ces distances variables correspondent à la forme des solides de Platon, des 5 polyèdres réguliers, qui sont de tailles différentes. Et il montre que les proportions correspondent. Et cette représentation prouve que Dieu n'est pas simplement un géomètre ennuyeux. Il y a quelque chose d'à la fois extrêmement intelligent et de ludique dans le choix de ces distances qui correspondent à l'emboîtement des polyèdres réguliers. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Qu'il fasse rayonner sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Qu'il daigne poser sur nous son regard et qu'il nous donne la paix. Amen. Ce coquin de Tengnagel se marie. Et combien de temps va durer sa lune de miel? Ah, des mois. En tout cas, il n'est plus là. Je suis débarrassé de ces cabales affligeantes qu'il lance contre moi. Imagine-toi que l'autre jour, il a osé affirmer que... Entrez. Yep. C'est de Brahe. Il souhaite que vous signiez immédiatement. Ah. Merci. Je m'engage à ne pas utiliser ces recherches pour mes propres travaux. Tu ne signes pas tant qu'on n'a pas vu la couleur de notre argent. Oui. Bien. Brahe doit d'abord me présenter à l'empereur, je te l'ai dit plusieurs fois. Alors profites-en pour le rappeler à ses obligations. Ta signature contre une audience auprès de Sa Majesté. Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Cet odieux petit gnome s'est permis d'écouter à notre porte. C'est pour votre bien. Uniquement pour votre bien. Ça, j'ai du mal à le croire. Que me conseillez-vous de faire? N'essayez pas d'imposer quoi que ce soit à Brahe. Il n'apprécie guère ces procédés. Vous ne l'avez pas remarqué, manifestement. Vous n'avez vraiment que des chiffres en tête, monsieur le savant. Épargne-nous tes insolences et dis-nous où tu veux en venir. À présent que Tengnagel est parti, vous devrez plus que jamais tâcher de gagner les bonnes grâces de Brahe. Et je vous y aiderai. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Je considère votre époux comme un grand savant, chère madame. Et j'apprécie les grands hommes. Alors signez cet engagement. Mon ami, qu'y a-t-il encore? Et pour ce qui est de l'audience auprès de l'empereur, je me ferai un plaisir de vous l'obtenir. Merci. Que se passe-t-il, Kepler? Vous êtes ému? Non. Laissez-moi parler et surtout pas un mot au sujet de vos gages. Comment? Mais nous sommes venus pour ça. Ces collections sont impressionnantes. On dit que ce sont les plus grandes d'Europe. L'empereur est un savant, comme moi. Ou du moins, il tente de l'être. Fascinant. Oui, bien. Venez. Approchez sans crainte, cher messager du ciel. Alors, qu'en dites-vous? Mon cabinet de curiosité vaut le détour, n'est-ce pas? C'est mon laboratoire. Un univers en miniature. Ces collections me permettent d'explorer les merveilles de la création divine, vous comprenez? Oui, cette démarche m'est familière, Votre Majesté. Voici donc ce Kepler dont on nous a tant vanté les mérites. On m'a rapporté que pour vous, le mystère du cosmos n'en était plus un.
J'aime les hommes qui connaissent les arcanes du monde, mais il vous faudra convaincre Maître Brahe de ne pas garder pour lui seul son secret le plus précieux, les tables astronomiques. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Nos séances d'observation vont bientôt toucher à leur fin. Les tables, lorsqu'elles seront établies et publiées, seront, avec votre permission, la plus importante de toutes nos œuvres. Nous aimerions leur donner le nom de votre majesté. Nous souhaiterions les appeler les tables Rudolphines. C'est une merveilleuse idée, n'est-ce pas? Oui, votre majesté. Leur précision sera bien supérieure à toutes les tables jamais établies. Dieu vous entende. Elles seront encore indispensables à tout astronome d'ici 2 siècles. Eh bien, allons, je compte sur vous. Il n'a pas dit un mot au sujet de mes gages. Qu'est-ce que cela signifie? C'est bon signe, évidemment. Il vous a vu, il vous paiera. Les détails d'ordre pécuniaire se règlent avec le chambellan, pas avec l'empereur. Les tables astronomiques existent depuis l'Antiquité. Essentielles aux astronomes, elles permettent de calculer la position du Soleil, de la Lune et de la Terre. On peut ainsi placer à l'avance dans le calendrier les périodes de semailles et de récolte, mais aussi établir des horoscopes. À l'époque, on considère comme une évidence que les étoiles influencent le caractère et le destin des hommes. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, du microcosme au macrocosme, tout est interdépendant. La nature humaine et l'univers sont intimement liés. La pensée de Kepler est imprégnée de cette représentation. On sait que Kepler était mathématicien et astronome, mais on n'imagine pas astrologue. Pourtant, il avait appris lors de ses études à établir des horoscopes. C'était une activité dont il tirait des revenus. Mais pour lui, le principe était de faire de l'astrologie scientifique. Plus tard, Kepler a déclaré à Rodolphe II « Le ciel seul ne peut rien faire ». Il s'intéressait bien sûr à l'astrologie et il a réalisé plus de 1000 horoscopes au cours de sa vie. Mais ce qu'il voulait signifier par là, c'est que selon lui, l'astrologie devait être rationnelle. Pour lui, cela signifiait 2 choses. D'abord, il fallait établir des modèles. Il notait donc ce qui s'avérait juste dans ses prédictions et ce qui ne se réalisait pas. Ensuite, il fallait inclure d'autres facteurs dans l'analyse. Il aimait étudier le caractère des hommes, mais il considérait que les origines sociales jouaient un rôle dans les destinées. Il se refusait à dire à Rodolphe s'il devait par exemple faire la guerre ou non. C'était une décision d'ordre politique qui ne relevait pas du domaine de l'astrologie. Voilà, tout est là. Fort bien. Mais quel est ce tout qui est là? Vous avez ici le catalogue de mes observations, toutes les étoiles classées par constellation, les tables de Mars que vous connaissez déjà. Et dans ce volume, il y a toutes les positions des planètes que nous avons relevées jusqu'à maintenant. Voilà qui promet de douloureuses heures de calcul. Comment procédons-nous? Eh bien... faire la liste des positions des étoiles exige assez peu de réflexion. Je préférerais continuer à me consacrer à Mars. Seifert m'aide pour les calculs. Bien. Faisons-nous des progrès? Non, pas tellement. J'ai fait tout mon possible. Mais mes calculs ne correspondent pas à vos relevés. Comment cela? Eh bien, par endroits... Mars s'écarte de 8 minutes d'arc de vos relevés. Et ce, quelle que soit la méthode de calcul que nous employons. Mais... vous ne voudriez tout de même pas réfuter les orbes circulaires? Non, je n'en ai nulle envie. Mais peut-être le faut-il. Comment? Vous? Vous qui, plus que tout autre, défendez contre vents et marées la perfection absolue de l'univers? Peut-être les cieux sont-ils très différents de ce que nous avons toujours imaginé. Possible. Mais nous verrons tout cela demain. Pour l'heure, je suis attendu au banquet de Pierre de Rosenberg. Vous m'accompagnez? Nous venons à peine de commencer. Comme vous voudrez. Quand vous aurez terminé, remettez bien tous les catalogues dans l'armoire et fermez-la à clé. Vous redonnerez la clé à Yep. Merci. Puis
Puis-je vraiment vous faire confiance? Partez sans crainte. J'irai lui remettre les clés. Bonsoir. Regarde. Du bon vin. Nous allons traquer. Désormais, je peux consulter les observations de Brahe. Nous allons travailler à ces tables ensemble. Pour l'empereur. Et enfin, je vais avoir une pension. Alors Brahe t'a confié ses clés tout simplement. Oui. Enfin, pas tout à fait. Je suis censé les rapporter. Dans ce cas, tu ferais mieux de le faire. Oui. La semaine prochaine, le chambellan m'enverra mon premier versement. Que dis-tu de cela? Et nous pourrons avoir une maison à nous. Oui. Oui. Et à l'avenir, le bas de laine de Madame Kepler pourra enfin être épargné. Enfin, presque. Oh, toi! Aïe! Aïe! Ça fait mal. Viens par là. Oui. Oui. Le maître vous envoie chercher. Il va très mal. J'arrive. Vous avez quelque chose à me donner. Ah oui. Que lui est-il arrivé? Il a dîné chez le comte Rosenberg et depuis son retour, il est au plus mal. Il vous a déjà fait appeler 2 fois. Kepler approchait. Je me suis beaucoup méfié de vous au départ. Mais tout cela, c'est du passé. Vous êtes le seul espoir qui me reste. Les tables, mon modèle céleste. Je ne suis pas arrivé au bout. Mais vous, Kepler, vous devez le démontrer. Kepler, démontrez-le. Tycho Brahe s'éteint le 24 octobre 1601 après 10 jours d'agonie, probablement d'une infection sévère des voies urinaires. 2 jours plus tard, Kepler lui succède en tant que mathématicien de la cour impériale. Il a 29 ans.
Ces instruments doivent rester ici. ça. Ils appartiennent à l'observatoire. Que se passe-t-il? L'épouse de Brahe fait vider l'observatoire. Sacrebleu. Je me suis dit que vous en auriez peut-être besoin. Vous tombez à point nommé. Oui, mais... Brahe aurait-il voulu que je vous les confie? Je le sais bien. Vous êtes le seul à pouvoir donner un sens à cette masse de chiffres. Merci. Voici les deux valeurs que j'ai calculées et qui s'éloignent le plus des observations faites par Brahe. Or, les observations de Brahe ne peuvent pas être erronées, ça nous le savons. Ce qui veut dire que la théorie admise est fausse. Il faut abandonner les orbites circulaires. Jamais aucun astronome n'a imaginé d'autre figure qu'un cercle. Eh bien, il faut nous défaire de ce fardeau. Mais comment allons-nous procéder sans aucune hypothèse? Toutes nos observations sont faites depuis la Terre. Mais la Terre se déplace, elle aussi, dans le cosmos, comme tout ce que nous observons, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est évident. Nous devons d'abord calculer l'orbite terrestre. Il faut absolument savoir comment nous nous déplaçons nous-mêmes. Vous permettez? Ce tabouret, c'est le Soleil. Vous êtes la Terre. Et moi, je suis Mars. À présent, déplaçons-nous. Regardez. Vous ne pouvez pas rendre compte de mon véritable mouvement. Parce que vous êtes vous-même en train de tourner. Et voyez, vous me dépassez même. Mais comment en sortir? C'est un problème insoluble. Non. Pas si on peut se placer du point de vue de Mars. Et de cette position, on observe la Terre. Mais Mars est elle aussi en mouvement. Certes. Mais nous connaissons sa période de révolution. Nous savons qu'elle met 687 jours pour faire le tour du Soleil. Regardez. Tous les 687 jours, elle se retrouve exactement au même endroit. Ici. Et c'est sur cette position que nous allons nous appuyer, toujours à des moments différents. Et de cette façon, quand nous observons la Terre depuis Mars, elle n'est jamais au même endroit. Parce que, bien sûr, elle tourne plus vite que Mars autour du Soleil. Si nous calculons les valeurs du triangle Mars, Soleil, Terre, on obtient l'orbite de la Terre, sans avoir à déterminer d'abord l'orbite de Mars. Voilà. Bien. Alors essayons. Kepler a écrit que celui qui ne doutait pas ne pouvait être certain de rien. Et sa méthode de travail tient tout entière dans cette tension. Il remettait tout en question. Il cherchait en permanence d'autres hypothèses possibles et les calculs pour les vérifier. Et pour cela, il faut être d'une persévérance inouïe. Il n'avait pas la passion des mathématiques, mais il savait qu'il était doué dans ce domaine et qu'il avait la ténacité nécessaire pour aller au bout. Il a dit un jour qu'il avait dû refaire 181 fois le même calcul dans plus de 40 cas. C'était sa façon de faire, vérifier ses calculs des milliers de fois. De cette façon, et même si les résultats étaient très différents de ceux escomptés, il pouvait être certain d'être dans le vrai. Et il était ensuite à même de défendre sa théorie et de se battre pour cette vérité qu'il considérait comme une vérité divine. Je n'y vois plus. J'ai des taches devant les yeux. Donc, si nos calculs sont justes, l'orbite de la Terre n'est pas non plus tout à fait circulaire.
Et sa vitesse ne semble pas cesser de changer. Ici plus vite, là plus lentement, ça n'a aucun sens. Il y a forcément un sens. Seigneur Dieu. Tu as passé toute la nuit à marmonner des choses. Tu m'as empêché de dormir. Je suis désolé. Tu devrais te préoccuper d'autre chose que des étoiles. De ta santé, par exemple. Oui. Et je ne veux pas parler des remèdes miracles de ta mère. Mais ils sont efficaces. Ah, sottise. Tu dis cela parce que tu veux y croire. Et tout le monde sait bien que c'est du charlatanisme. Enfin bref. Depuis combien de temps l'empereur ne t'a-t-il pas payé? Je suis allé le voir 3 fois, en quelques semaines. Tu peux aller le voir une 4e fois puisque tes visites n'ont pas eu d'effet. Non. Surtout maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tangnagel est de retour. Comment? Le misérable vaut rien. Vous êtes parti pendant toute une année. Comment avez-vous pu me laisser seule pendant si longtemps? Depuis la mort de mon époux, je suis pratiquement sans ressources. Je suis navré. Mais au retour de notre voyage de noces, j'avais beaucoup d'affaires à régler chez moi. Et la petite a été malade. Mais vous le voyez, je suis là. Vous arrivez trop tard. Tout l'héritage est perdu. L'empereur a voulu acheter ses instruments, mais il ne paie pas. Et c'est Kepler qui a ses registres. Quoi? Kepler? Comment avez-vous pu le permettre? Moi? Que pouvais-je y faire? C'était à vous de vous en occuper, de surveiller ce qui se passait dans cet horrible chaos. Je ne sais même pas comment il a fait pour récupérer les clés. Votre Majesté, sauf votre respect, si vous pouviez demander à votre chambellan de me verser au moins une partie de ma pension... Vous l'aurez, votre pension, soyez sans crainte. Mais nous avons à discuter d'une affaire plus importante. L'écuyer Tangnagel vient de sortir d'ici. Vous avez appris qu'il est de retour de Deventer. Je suis... C'est-à-dire la cour est débitrice auprès des héritiers de Braille. Voilà pourquoi vous devez lui retourner les catalogues et lui remettre tous les résultats auxquels vous êtes parvenu à l'aide des relevés de Braille. Ce serait une catastrophe, votre Majesté. J'insiste sur ce point. Vous devez vous mettre d'accord et œuvrer main dans la main à redoubler le prestige de la cour impériale dans votre domaine. Enfin. Alors, venez me dire comment mes étoiles s'alignent. Approchez, je suis curieux de voir ce que vous apportez. Ah. Magnifique. Et qu'est-ce que cela veut dire pour les prochains mois? Du bien? Probablement. Probablement. Kepler, vous devriez vous donner un peu plus de mal et veiller à ne pas m'impatienter. Majesté, voici vos étoiles. Si on regarde d'une part la constellation dans la 2e maison astrologique, et qu'on considère d'autre part les positions des étoiles lors de votre naissance, on se retrouve dans un domaine qui pourrait bien indiquer... Alors? Quels sont les derniers résultats? Kepler dit que Mars ne se déplace pas toujours à la même vitesse. Parce qu'il existe une force qui vient du Soleil et une autre qui vient des planètes. Il l'appelle la paresse. La paresse? Et qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas tout compris, mais je crois qu'il veut dire que la force exercée par le Soleil parvient à vaincre la paresse des planètes et les fait se mouvoir.
Je ne comprends toujours pas. Entre nous, personne ne comprend. Depuis quand les astrologues se préoccupent-ils des forces? Peut-il se mettre à dos tous les cercles savants d'Europe? Il ne s'embarrasse pas de la vie de ses pairs. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est la vérité. Je vois que tu lui restes loyal. Il doit maintenant déterminer la forme des orbes planétaires. En ce moment, il travaille sur une forme d'œuf. Une forme d'œuf? Je ne sais pas non plus comment il en est arrivé à cette idée. C'est peut-être parce que sa femme est enceinte. On dirait que ton ami Tegnagel refait des siennes. Mais ce sont les catalogues de Maître Brahe qu'il fait emporter. Barbara, comment va l'enfant? Il est souffrant. Tu rapportes du travail à la maison à présent? Quoi? Non, non. Tu as du courrier de Leonberg. Hein? Ton frère Christophe t'a écrit. Ah, que veut-il? De l'argent, j'imagine. Une voisine s'est plainte de votre mère et lui demande réparation. Quoi? Pourquoi? Elle prétend qu'elle lui aurait administré une potion trop amère qui aurait aggravé ses douleurs au lieu de les soulager. Fais voir. Je te l'ai toujours dit, elle devrait se montrer plus prudente. Ta mère et ses maudits remèdes, et cette habitude de chercher querelle. Tout ça finira mal. Un jour, quelqu'un va l'accuser d'être... D'être quoi? Une sorcière? Je ne veux pas dire que je le crois, mais je suis persuadée que d'autres le pourraient. Il paraît que une bonne femme aurait jeté un mauvais sort au fils des voisins. Depuis, il a un bras paralysé. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Qui va prouver une chose pareille? Parce que dans ce cas, chacun dit ce qu'il arrange. Moi, si je suis souvent malade, c'est peut-être parce que je partage le lit d'une sorcière. Barbara, j'écrirai demain à Leonberg. Oh, misère. À présent au travail. Katharina? Bonjour. Va chercher Seifert. Vite. Seifert, que se passe-t-il? Je l'ai enfin trouvé. Quoi donc? La perspective de Dieu. J'ai enfin découvert pourquoi les planètes semblent se mouvoir à des vitesses différentes. Tenez. Quelle que soit l'apparence exacte des orbes planétaires, leur centre géométrique n'est pas le foyer et la cause de leur mouvement. Non, c'est le Soleil. Parce que c'est sa force qui fait bouger les planètes. Tout à fait, oui. Mais n'oubliez pas, les planètes sont paresseuses. Vous comprenez? C'est un peu comme une sorte de tir à la corde entre deux forces. La première attire les planètes vers le Soleil et l'autre les en éloigne. Mais, vu de l'extérieur, chaque planète accélère à mesure qu'elle se rapproche du Soleil et ralentit quand elle s'en éloigne. Mais imaginez-vous que quand on la contemple depuis le Soleil, cette irrégularité apparente est en réalité la plus belle des harmonies. Kepler vient de découvrir que les planètes qui se déplacent tantôt plus vite, tantôt plus lentement autour du Soleil, balayent des aires égales en des temps égaux. Il a trouvé la régularité derrière l'apparente irrégularité. C'est sa première loi universelle. On utilise toujours cette loi, baptisée deuxième loi de Kepler,
Par exemple pour calculer l'orbite et la période de révolution des satellites. Pour parvenir à cette loi, Kepler a dû conjuguer deux domaines qui étaient jusqu'alors complètement distincts. Il y avait d'un côté l'astronomie, qui avec l'astrologie et les mathématiques décrivait le monde sans tenter de le comprendre, et de l'autre, il y avait la physique, qui n'était valable que sur Terre et qui s'intéressait au pourquoi des choses. Kepler a dit, on va réunir les deux. Il est possible que le Soleil émette une sorte de force qui agit sur la Terre et sur les autres planètes. Et on sait désormais que c'est bien le cas. La force qu'il a imaginée était un peu différente de ce qu'on appelle aujourd'hui la gravitation. Mais il partait du principe que ce rayonnement magnétique émis par le Soleil agissait davantage sur les planètes les plus proches et donc qu'elles se déplaçaient plus rapidement que celles qui étaient plus éloignées. Et cette idée qu'il existe une force unissant le Soleil et les planètes, une force présente dans tout l'univers, c'est la première amorce de l'astrophysique. Vous êtes incroyable. Je n'aurais jamais pensé à cela. Seulement, cette loi ne nous donne pas la forme de l'orbite des planètes. Vous êtes capable de gâcher la plus belle des victoires. Ce n'était pas mon intention. Non, mais vous avez raison. Et qu'est devenu notre œuf? Je me suis fourvoyé. Encore une fois. Très bien. Alors faisons une pause. Et demain, on reprendra du début. Oui. Monsieur l'écuyer Tengnag. Vous souhaitiez me voir? D'après ce qu'on m'a dit, vous êtes un diplomate indispensable à notre cour impériale. Je vous remercie. Je reviens justement d'une mission au service de votre majesté. C'est d'ailleurs l'objet de ma visite. Merveilleux. Soyez assurés qu'à l'avenir, je ferai encore bien plus appel à vos services. Votre majesté, je... Pas de fausse modestie, monsieur Tengnagel. Sauf votre respect, je ne puis être tout à la fois astronome et diplomate. Oui, mais un astronome, j'en ai déjà un. On m'a rapporté que Kepler est désormais l'un des savants les plus importants d'Europe. Il entretient une correspondance avec Fabricius, Mestlin et même Galilée, pour la plus grande gloire de la cour impériale. Majesté, je vous demande pardon. Mais voilà déjà 4 ans que Brahe a demandé à Kepler de calculer l'orbite de Mars. Et qu'a-t-il produit jusqu'à présent? Rien. Ne travaille-t-il pas à ces tables astronomiques? Je veux dire à mes tables, les tables Rudolphine? Pas une minute, à ma connaissance. Parce que vous lui défendez de voir les précieux registres de Maître Brahe. Non, enfin, il peut les consulter, et quand il lui plaît. N'est-ce pas, Erickson? Quoi qu'il en soit, je souhaite qu'il se consacre à ces tables astronomiques. Vous lui apporterez tout votre soutien, et quant à vous, monsieur l'écuyer, vous allez entreprendre pour moi une mission diplomatique, toutes affaires cessantes. J'apprécie votre talent dans ce domaine, je l'apprécie grandement. Quoi que Kepler mette par écrit, je saurai trouver le moyen de l'empêcher de publier ses travaux. Et comment? Vous le verrez en temps utile.
Barbara! Quelle cervelle d'oiseau je fais. Ce n'est pas un œuf et pas un ovale. C'est une ellipse parfaite. Lorsque Kepler parvient à la conclusion que l'orbite de Mars est elliptique, sa théorie s'accorde soudain avec toutes les observations de Tycho Brahe. Il en déduit par analogie que toutes les planètes se déplacent de la même façon. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la première loi de Kepler. Toutes les planètes décrivent des trajectoires elliptiques et le Soleil occupe l'un des deux foyers de cette ellipse. Barbara. Johannes, tu es impossible. Pourquoi ne vas-tu pas travailler à l'observatoire? Parce que j'ai une mauvaise fièvre. Et parce qu'Eriksen y rôde en permanence pour essayer de m'espionner. Attends. Sais-tu que ton mari vient de remporter le combat de sa vie? Oui, on dirait bien que tu t'es battu. Oui. Ton père a vaincu Mars, le dieu de la guerre. La planète la plus indisciplinée de tout l'univers. Bien, alors maintenant tu peux ranger tout ça. Oui. Je vais le faire. Mes chers confrères, cet ouvrage inaugure une nouvelle ère pour la cosmologie. Et puis, voici l'argent du pari que j'ai perdu, avec les intérêts cumulés. 6 ans ont passé, depuis que vous avez franchi cette porte. 6 années de travail. Alors, santé. 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 Bien. Et à présent, je vous en prie, consacrons-nous aux tables Rudolphine. L'empereur va finir par perdre patience. Oui. Ouais. L'Astronomia Nova ne sera pas publiée. Qui en a décidé? C'est moi. Vous ne défendez pas le modèle de Brahe, mais le vôtre. J'ai scrupuleusement respecté les observations de Maître Brahe pour en déduire le mouvement réel des planètes. Vous le verrez si vous lisez mon manuscrit. Réel? Quelle bouffonnerie. Des cercles écrasés et quoi? Des planètes paresseuses? Vous serez la risée du monde savant. Vous vous trompez. Vous serez étonné de voir que ce modèle s'accorde précisément aux observations. Cet ouvrage va transformer notre vision du cosmos. Restez en dehors de cela. Vous n'imaginez pas sérieusement pouvoir empêcher le mathématicien impérial de faire publier un livre. Je peux vous assurer que je n'ai le pouvoir! C'est ce que nous verrons.
Le grand drame de Kepler, c'est que de son vivant, personne n'avait conscience de l'importance de ses découvertes. Aujourd'hui, on sait que ses travaux comptent parmi les 10 publications les plus importantes de l'histoire scientifique. Kepler ne s'est pas contenté de séparer la théologie de l'astronomie. Il a aussi écrit la première loi moderne de la nature. Il a décrit les planètes comme des corps flottant librement et a ainsi démontré que les lois de la physique ne valaient pas uniquement sur Terre, mais qu'elles étaient universelles. Newton a écrit « Si j'ai vu plus loin, c'est en montant sur les épaules de géants ». Ce qu'il voulait dire par là, c'est que sa théorie de la gravitation n'aurait jamais été possible sans les travaux des savants qui l'avaient précédé, comme par exemple Galilée ou Kepler. Votre Majesté. Le voici enfin, après quelques péripéties. Puis-je vous remettre le premier exemplaire de mon livre L'Astronomia Nova. Vraiment un travail colossal. Et le fait qu'il me soit dédié m'a profondément touché. Avez-vous entendu que, à Venise, Galilée a découvert 4 nouveaux astres errants? Oui. Il a observé les cieux avec un instrument, un télescope. Il s'agit de 2 lentilles placées dans un tube qui permettent d'agrandir les objets distants. Et ils paraissent si proches qu'on pourrait les toucher. Le prince électeur Ernst de Cologne veut nous rapporter un exemplaire d'Italie pour nous faire une démonstration. Si votre Majesté accepte de s'en passer pour quelque temps, eh bien... Kepler. Je m'inquiète pour mon trône. Mon frère Mathias veut me destituer. Il dit que je suis trop faible. Et je n'ai pas d'héritier mâle pour me succéder. Vous et moi, nous sommes plus intelligents que cette bande de traîtres belliqueux. Parce que vous savez lire l'avenir dans les étoiles. Et vous partagez leurs secrets avec moi. Alors, à qui les étoiles sont-elles favorables? À Mathias ou bien à moi? Je suis navré. Je ne saurais vous le dire. Kepler, vous ne le savez pas ou vous ne voulez pas me le dire? Je vous avertis. Je connais suffisamment d'astrologues prêts à le faire. Votre Majesté trouvera toujours des gens prêts à lui dire ce qu'elle veut entendre. Vous devez remplir votre office de mathématicien et l'empereur exige d'avoir son horoscope sans délai. Il ne suffit pas d'écrire des livres très intelligents! Votre Majesté, qui de vous-même ou de votre frère a la meilleure stratégie ou la meilleure armée, c'est sur Terre que cela se décidera. Je vous ai accueilli à ma cour, vous, un protestant, je vous ai tendu la main. Vous êtes devenu le successeur de Brahe par ma grâce, et vous avez l'audace de refuser de me servir. Fichez le camp! Votre Majesté. Il me faut une réponse très rapidement. Maudit soit-il. Je déteste ça, je déteste ça. Cela va à l'encontre de la quête de connaissance et de la raison elle-même. Enfin, vous le savez comme moi, l'empereur est dans un état effroyable. Et moi, avec mes maudites prédictions, je vais lui retirer le peu qu'il lui reste de force d'âme. Votre horoscope pourrait être raisonnable et judicieux. Que voulez-vous dire? Regardez les choses ainsi. Rodolphe est réellement menacé d'être renversé. Oui. Pourquoi ne pas lui dire qu'il est écrit dans les étoiles qu'il devrait se trouver des alliés? Vous êtes un véritable oracle. Mais c'est une idée. Au moins, ça a du sens. Oui. Le sens, c'est une question de point de vue. Ah, pas en mathématiques. Dans ce cas, vos théories devraient paraître évidentes à tous les savants.
Mais il n'en est rien. Ils vous prennent pour un illuminé. Je vois. Vous voulez me dire que j'ai perdu l'esprit? Hein? Le dangereux Kepler? L'homme qui a détruit l'harmonie divine, les orbites parfaitement circulaires? Les vitesses uniformes? Je sais ce que disent les gens, Yep. Mais tous ces phénomènes astronomiques procèdent de lois immuables qui peuvent être exprimées par les nombres. J'en suis convaincu, et peu m'importe ce qu'en disent les gens. Il en est ainsi. Ce nouveau cosmos contient bien d'autres harmonies, tout aussi étonnantes. Et je le prouverai. Alors tout va bien. Et si on en revenait à l'horoscope? Que dois-je écrire? Vous allez bien trouver. Yeppe? Oui? Je vous déteste. Je sais. L'empereur Rodolphe cherche effectivement des alliés. Il fait appel à son cousin Léopold qui lève des troupes pour lui venir en aide. Mais au terme d'une campagne ratée, les soldats font irruption dans Prague et se livrent à un pillage en règle. La ville sombre dans le chaos. Au même moment, Barbara tombe gravement malade. Me voici. Maman ne respire plus. L'empereur Rodolphe meurt un an plus tard. Kepler est veuf avec des enfants à charge. Son mécène mort, il n'a pas d'avenir à Prague. Il part pour Linz, où il a trouvé un emploi comme mathématicien de la province de Styrie. Il faut s'y résoudre, je suis un piètre astrologue. L'empereur aurait de toute façon perdu sa couronne. Quant à la guerre, ce n'est pas non plus votre faute. Oui, ce n'était pas dans les étoiles. Vous n'allez pas me dire que vous y croyez à présent? Je n'en sais rien. Père? Tu es pauvre alors? Ton père est toujours le mathématicien de la cour impériale. Sans pension. Nous gagnerons notre vie en arpentant villes et campagnes. Et le soir, nous tâcherons de percer les mystères de l'harmonie du monde. Oui. L'harmonie du monde. Trois ans plus tard, la mère de Kepler, Katharina, est accusée de sorcellerie et risque le bûcher. Kepler met tout en œuvre pour la défendre, d'abord par écrit, puis en personne. Il quitte Linz pour le Württemberg et passe ainsi toute une année dans le sud de l'Allemagne. L'affaire ne cesse d'être reportée et dure 6 ans. Katharina est enchaînée pendant des mois et menacée de torture. Mais la persévérance de Kepler finit par payer, il obtient son acquittement. De nombreuses femmes n'ont pas eu la chance d'échapper au bûcher. C'est inhabituel. Je ne sais pas s'il existe d'autres exemples de fils qui ont défendu ainsi leur mère par un document écrit. C'est le trait de génie de Kepler. Selon le déroulement d'un procès civil romain, il a exigé une transcription de tous les éléments de procédure. Il a donc pu travailler sur tous les témoignages sous forme de texte.
et sa carrière scientifique l'a parfaitement préparé à cela. Il a pu mettre en évidence les incohérences de l'accusation, des faits retenus contre sa mère, et affaiblir considérablement l'argumentation de la partie adverse. Sa mère est libre, mais la guerre de 30 ans ravage la moitié de l'Europe. Kepler devient un nomade, toujours en quête d'un emploi et d'un lieu de résidence, toujours à court d'argent. Il reste malgré tout convaincu que Dieu a créé un monde ordonné et que lui, Kepler, a déchiré une partie du voile qui cache ce plan divin. Harmonique Mundi, l'harmonie du monde, paru en 1618, en apporte la preuve éclatante. L'ouvrage contient la troisième loi de Kepler. Elle définit la relation proportionnelle entre la période de révolution d'une planète et sa distance au Soleil. Cette loi permet pour la première fois d'avoir une idée des dimensions réelles du système planétaire. Malgré toutes les épreuves qu'il a traversées, la guerre de 30 ans, le procès de sa mère et tout le reste, ce n'était pas un personnage tragique. C'était un optimiste. Il était convaincu que les innovations scientifiques de son temps allaient apporter le progrès. L'histoire lui a donné raison. C'était quelqu'un qui aimait mener ses projets à leur terme. Et c'est ce qu'il a fait. Les tables Rudolphines ont été publiées en 1627 et l'harmonie du monde bien avant. Il a rédigé de grands ouvrages. Il a énoncé les lois des planètes. 2 de ses enfants ont atteint l'âge adulte et l'ont aidé dans son travail. Il était tout sauf un désenchanté, et il pouvait être fier de son œuvre et de sa carrière. Kepler a donc tenu la promesse faite à l'empereur. Après 30 ans de labeur, il met la dernière main aux tables Rudolphines. Il se rend à Ratisbonne, où siège la Diète impériale, pour présenter son travail à Ferdinand II, le nouvel empereur. Il porte toujours avec fierté le titre de mathématicien de la cour. Mais il meurt à Ratisbonne, quelques jours avant son 60e anniversaire, le 15 novembre 1630. Son héritage demeure. Kepler se considérait comme un prêtre de Dieu, chargé de déchiffrer le livre de la nature. Et il a formulé des lois physiques universelles qui restent indispensables en astronomie et pour les voyages spatiaux. À une époque où la guerre et la destruction, le chaos et la superstition s'abattaient sur l'Europe, Kepler a révolutionné notre vision du monde. Annonçant la science moderne, il nous a ouvert les portes du cosmos.